Aujourd'hui, je reçois Denis Doré, qui est cofondateur et président-directeur général de chez Squeeze Studio Animation. On va parler ensemble de son modèle de gestion qu'il qualifie de manufacture numérique. Bonjour Denis. Salut Vicky. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans les studios de production optimale. D'ailleurs, comment tu trouves mon décor? Je suis très heureux d'être là, puis je trouve ça le fun parce qu'on est comme en mode intime, on peut avoir une conversation, chose qui est plus rare en ce moment, on est toujours par écran interposé, donc très heureux. Bon, effectivement, on doit maintenir une distanciation, mais je voulais quand même qu'on crée une ambiance plus amicale parce que toi et moi, on se connaît, Denis. On est allés à l'école ensemble, au séminaire Marie-Reine du Clergé, Eh oui. à Métabetchouan, au Lac-Saint-Jean. Donc, évidemment, on ne s'est pas suivi tout au long de notre parcours, mais on s'est retrouvés il y a quelques années de ça, ici à Québec, parce qu'on est les deux à Québec. Puis, j'avais fait une entrevue il y a peut-être 4 ou 5 ans de ça sur ton leadership, sur Squeeze. Sur Squeeze Studio, qui à l'époque avait 50 employés. Je me souviens, vous étiez sur le bord de passer le cap des 5 ans. 50 employés, un bureau ici à Québec. On avait parlé de ton leadership, de communication, on avait parlé d'intelligence émotionnelle, de courage de gestion. Tu planifiais une croissance, tu étais en train d'embaucher aussi des gestionnaires, puis tu souhaitais évidemment avoir des gestionnaires qui répondent à ton style de gestion. Puis bon, depuis, je te suis un peu parce qu'on se voit à l'occasion, puis on parle de ton entreprise qui a évolué de façon phénoménale. Vous êtes presque partout dans le monde. Tu fais affaire avec les grands de l'industrie. On parle de Disney, on parle de Illumination. Donc, écoute, tu sais que je me passionne pour les modèles de gestion. Le Culture Club, Ouais. évidemment, on parle de culture d'entreprise. Donc, j'aimerais savoir comment ton modèle de gestion puis ta culture d'entreprise a évolué à travers cette croissance-là. Ouais, c'est une belle question. C'est gros. Une grosse introduction. Oui, non, c'est vrai. Puis quand je t'écoute, je vois aussi à chaque fois la scène qui passe dans ma tête des étapes qu'on a vécues depuis la fondation, près de 9 ans là, du studio. Puis je me rends compte que, bon, à chaque fois qu'on a passé une étape de croissance, puis la croissance, c'est un mot-clé pour nous parce que ça active plein de changements, plein de modifications. À chaque fois qu'on a passé une étape, il a fallu un peu regarder où on était rendu, puis se poser la question, est-ce qu'on est rendu à la bonne place? Puis je te dirais que sur la culture comme telle, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est très, très proche du cœur. C'est proche de ce qu'on est comme fondateur. Patrick Beaulieu, qui est cofondateur avec moi, et François, qui s'est joint à nous 2 ans après. C'est quelque chose qui vient nous chercher ou pas si tu perds de vue. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec la grosseur, la croissance rapide, il faut réinjecter un peu de tout notre cœur dedans parce qu'on prend une distance face à nos fonctions, veut pas, puis on essaie aussi de déléguer la gestion au plus de gens possible dans notre studio pour qu'ils vivent par lui-même et pleinement. Mais il y a un enjeu là aussi de distance qui se fait parce qu'on organise de toutes sortes de manières quand on croit, puis pas toujours avec tout le sens qu'on voudrait. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, on est dans un très beau point de croissance globalement, financièrement, grosseur du studio, notre vision, notre mission n'a pas vraiment changé. Mais notre perception de comment on devrait faire les choses, elle doit évoluer constamment. Puis on est en train en ce moment de réinjecter un peu de ça, puis de voir comment on peut reconfigurer pour vraiment s'assurer qu'on ne perd pas l'ADN de départ qui a fait notre bonheur, puis qui doit le faire pour le futur. Moi, je dis toujours une entreprise TI, mais l'autre jour, c'est toi qui me corrigeais. Tu as dit on est plus une manufacture numérique. C'est quoi la différence entre les deux, puis comment on gère une manufacture numérique autrement qu'une entreprise TI? Oui, c'est pas... je le dis un peu négativement, quasiment, quand je dis ça. Je dis manufacture numérique dans le sens où c'est plus prendre acte qu'en bout de ligne, on fait un très gros produit. On fait quelque chose qui met en scène une quinzaine de métiers différents, des spécialistes qui doivent travailler ensemble comme si c'était une chaîne de montage, si on veut, pour créer quelque chose de gros, un film d'animation, une série télé, même une animatique ou une cinématique courte d'1 minute, ça prend un paquet de monde qui travaille avec une technologie conjointe. Donc, tout le monde est ensemble autour de ça, mais c'est pas aussi simple, je dirais. Peut-être que le mot simple n'est pas le bon, mais peut-être pas aussi évident qu'on peut travailler en petite équipe, comme dans le monde des TI en général, puis d'adopter des approches qui sont très, très connues et comme une méthode agile, par exemple. C'est pas facile de l'intégrer dans ce que j'appelle une manufacture, parce qu'on a beaucoup de traditionnalisme, si on veut, dans la manière de faire les choses. Donc, une pièce qui est construite, qui passe dans les mains de quelqu'un d'autre, qui est ajustée, puis qui est intégrée dans le système. Puis à la fin de la journée, c'est comme faire une voiture en bout de ligne, dans le mindset global, je te dirais. Donc, j'appelle ça un petit peu comme on fait face à un modèle traditionnel qui s'apparente à une manufacture, mettons qu'on le prend comme ça, dans un mode où on travaille avec des outils numériques, donc c'est vraiment numérique ce qu'on fait,
mais on a une intention, une volonté d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus en équipe, beaucoup plus itératif, comme les TI le font. Donc, on essaie d'injecter une vision de créativité très grande dans ce qu'on fait. On a en même temps un peu pris avec l'idée qu'on construit quelque chose comme une manufacture. Fait que moi, je le vois plus comme un défi. Comment je réussis à réinventer ça? La manière qu'on fait notre manufacture, sans perdre tout le sens. Parce qu'il y a un gros danger, je pense, de perte de sens quand tu es simplement un outil dans une grosse chaîne de montage. Puis ça, on veut vraiment pas ça. Fait que c'est Puis en termes de structure, est-ce qu'à travers cette croissance-là, tu as mis en place, un peu comme une entreprise manufacturière, une structure avec des leaders qui gèrent une équipe? C'est-tu un peu la même chose ou tu es allé plus vers des équipes plus autonomes ou semi-autonomes qui se responsabilisent à travers un projet? Comment tu as organisé ça? Bien, on a démarré comme toutes les startups avec une petite famille, tu sais, 5 employés au début, 7, 10, 12, puis jusqu'à un certain nombre, je te dirais une douzaine de personnes les 2 premières années. Sans se poser de questions, tu fonctionnes justement de manière très, très autonome. Tout le monde prend la balle au bon, puis tout le monde échange, puis on n'a pas beaucoup de processus, pas besoin de règles, puis c'est super. Ça, c'est small is beautiful, là, comme toutes les compagnies souhaitent de l'être. Puis notre produit nous demande de grandir. Aujourd'hui, on est 185, 2 sites. Déjà, deux sites, un Québec, à Montréal, il faut connecter la communication, etc. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, de façon naturelle, c'est qu'on commence à structurer. Et là, bien sûr, on tombe dans un modèle un peu plus typique, hiérarchique, où là, on a effectivement des superviseurs qui sont supervisés par des superviseurs, etc. Puis tu te trouves à avoir à peu près 3 étages minimalement de contrôle aussi. Puis moi, c'est tous des mots qui m'énervent. Tu sais, globalement, je suis quand même, mon Dieu, on s'éloigne de notre bonheur. C'est ça, parce que de ce que je connais de toi, tu es bien plus dans un modèle de responsabilisation puis d'autonomie que de structure. Là. Donc, comment tu te sens à travers ça? Comment tu navigues là-dedans? Je me sens dans la nécessité d'agir, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Mais en même temps, je le reconnais que c'est normal. Tu sais, on a grandi tellement vite qu'on doit s'organiser. Puis dans cette croissance-là vient la nécessité de clarifier les rôles de chacun, rôles et responsabilités, qui fait quoi, comment on le fait. Fait que c'est normal qu'on a le réflexe de s'arranger de même. T'sais. Puis aussi, surtout quand on délègue, puis notre comité de direction, tout le monde essaie de prendre la balle au bon, prendre leur mandat, puis d'organiser comment on va interagir. Fait que le premier réflexe naturel avec cette croissance-là, puis la grosseur de l'entreprise, c'est justement d'aller vers le modèle manufacturier dont je parlais tantôt. Et là, rendu là, quand on commence à regarder ce qui est le danger lié à ça, perte de sens, perte d'efficacité, peut-être moins de bonheur au travail, bien, on commence à regarder la situation et dire qu'il faut réagir. Puis là, on est dans ce mode-là. Je pense qu'on a une belle occasion, à un moment donné, quand on atteint une certaine grosseur, puis comme leader, de prendre un peu de recul, ce que j'essaie de faire cette année avec l'équipe, puis de se dire comment on peut réinjecter de manière importante ce qui était notre culture de départ, qui était notre volonté que les gens soient des gens pleinement au courant et engagés dans ce qu'ils font, pas seulement un petit morceau de l'ensemble, puis beaucoup plus flexible et innovant là-dedans, puis comment on peut revoir notre entreprise. Et là, c'est la réadaptation, si on veut, progressive. C'est jamais facile parce que quand tu as déjà pris un élan puis que tu es aussi dans tes gros projets, il faut que tu livres, ben tu peux pas le faire d'un bout au complet, puis il faut comme faire une gestion de changement qui est organisée, puis volontaire surtout, parce que moi, c'est pas quelque chose qu'on veut forcer, mais en même temps, on n'est pas capable de s'éloigner de qui on est. Globalement, on veut que ça nous ressemble aussi, on y croit. Là. Fait que vous êtes en train de retransformer Squeeze là, pour aller vers peut-être plus un modèle où il y a de la responsabilisation davantage les employés? Tout à fait. C'est un souhait depuis le jour 1. Je pense vraiment que les gens sont déjà dans une idée que c'est responsable, parce qu'on a toujours tapé ces mêmes clous. Puis le jour 1, on fait nos meetings le vendredi systématiquement en équipe, puis on a nos valeurs, notre vision, notre mission. Presque rien à changer là-dedans, je dirais rien, sauf la vision qu'on actualise. Puis globalement, on a toujours dit, hey, ça nous prend des gens qui s'engagent, on veut que vous soyez heureux. OK. Mais au-delà de ça, là, les mots, là, la structure qu'on fait l'entreprise quand on la laisse s'organiser, parce qu'elle a une vie tout seule, a fini par avoir un impact très grand sur comment ta culture réellement prend place. Fait qu'en ce moment, on est en train d'essayer de voir comment la réorganisation, carrément l'organisation de l'entreprise, va nous aider à porter pour de vrai nos valeurs, donc transformer la culture. Parce que le contenant a un gros impact au final sur le contenu. Puis ça, c'est quelque chose qu'on potentiellement on a levé la garde un peu avec le temps. Puis le contenant se fait. Puis
tout d'un coup, tu te dis comment je fais vivre les mots que je dis qui sont importants. Mais on est là-dedans, on est en train de le faire. Puis là, tu me disais, on s'est parlé récemment, tu me disais, tu arrives du chalet justement au Lac-Saint-Jean, puis tu as fait des lectures, puis là, j'aimerais ça qu'on y revienne parce que tu m'as présenté tes livres quand on s'est parlé la dernière fois, puis je trouvais ça super intéressant, puis je pense même que ça a poussé ta réflexion là, sur ce que tu es en train de mettre en place là, avec tes employés. Puis c'est comme deux livres qui se ressemblent beaucoup, là. Reinventing the Organization de Dave Arthur Young et de Dave Ulrich. Puis l'autre, c'est Reinventing Organizations. C'est presque le même titre de Frédéric Laloux. Fait que je vais peut-être juste les montrer, là, mais Frédéric Laloux, qui est, moi que j'entends parler, que j'ai pas lu encore, mais que je me promets de lire, là, mais qui est un auteur qui parle notamment du modèle Opal. Fait que j'imagine que c'est ça qui a inspiré à mettre ton projet en place. Là. Parle-moi-en, j'aimerais ça que tu m'en reparles. Oui, c'est un peu l'inverse, je te dirais, qui est arrivé, c'est que moi, quand je commence à avoir soit une vision ou d'un instinct, ou à un moment donné, un cumul de lecture ou de regard sur ce que je suis en train de faire, là, je me pose des questions, comment je peux me nourrir. Puis l'habitude, c'est les livres. Là. Je suis un gars qui adore les livres, je toujours continué à lire. Ça peut être des fois des articles autant que des livres. Puis là, j'ai dit, OK, là, j'ai comme un besoin d'agir là, avec l'équipe, avec les gars. On a commencé à regarder ça, l'équipe de direction à large. On s'est dit, hey, continuons à se donner de la nourriture. Puis mon réflexe a été de juste me chercher des sources, puis des gens aussi autour de moi qui me disent tu devrais lire tel truc. Fait que dans les deux cas, c'est drôle parce qu'effectivement, les titres sont presque pareils. Je pense que si on avait les auteurs ici, potentiellement, qui nous diraient que c'est voulu. J'ai l'impression qu'il y a un sens dans l'organisation. C'est un livre un petit peu plus américain, je te dirais, Reinventing the Organization. On a une approche très pragmatique de l'organisation comme un outil pour atteindre une efficacité, dominer un marché, réussir. On reconnaît une approche peut-être un peu plus à l'américaine, puis qui est parfaite parce qu'on a aussi besoin de résultats. Là. Puis de l'autre côté, avec Frédéric Laloux, on va partir d'une quête de sens un peu plus large. Puis à ce moment-là, j'ai l'impression que les organisations sont vues comme des morceaux d'une société où les gens s'en vont donner beaucoup de leur temps. Puis on doit trouver un moyen que ça ait du sens pour eux à chaque jour. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est « je m'en vais au travail pour m'acheter du temps pour ma vie à côté ». Puis donc, dans cette optique-là, moi, je trouve que c'est super nourrissant d'avoir un peu une vision où on doit organiser de manière fonctionnelle. Il faut que ça marche, tu sais, c'est une entreprise. Là. On a besoin de faire aussi des profits, de réorganiser notre valeur dedans, puis de s'assurer que nos gens gardent leur job, puis qu'on réussisse notre mission, parce qu'on est ambitieux, puis on veut y arriver. Puis d'un autre côté, une belle nourriture, un peu plus de sens, un petit peu idéologique, un peu plus forte, je pense, dans le livre de Frédéric Laloux, où là, ça nous permet de reconnecter aussi avec ce qui résonne et qui inspire les gens. Parce qu'en bout de ligne, c'est un peu des deux que tout le monde a besoin. Fait que j'aime bien gros, en fait, le fait de me nourrir d'un peu tout dans ces deux livres-là. Tu te mélanges vraiment des deux, les deux cultures américaines et françaises. Oui, même si Frédéric Laloux, je dirais, c'est des études aux États-Unis aussi, puis c'est très pragmatique aussi, mais il y a un peu plus de... Puis là, tu as lancé un défi à ta gang en plein moment de confinement, justement, ce que j'appelle plus un projet intrapreneurial. Là, mais là, tu as lancé, j'aimerais ça que tu me parles de ça. Qu'est-ce que tu as lancé, puis comment les gens ont réagi face à ce projet-là? Bien, moi, c'est un peu comme si il y a un moment où, à un moment donné, les étoiles s'alignent, puis je suis quelqu'un qui croit mais vraiment, vraiment à l'innovation, au pouvoir de l'innovation pour réaliser des grandes choses. Puis je me dis toujours que si on n'est pas constamment en train de regarder un petit peu en avant puis de s'inspirer pour nourrir ce qu'on fait, ben on reste sur place très rapidement. T'sais, on va faire bien quelque chose, mais tranquillement, pas vite, on ne fera pas bien ce qui devrait être le demain puis notre nouveau truc qui va nous faire triper. Fait que dans cette optique-là, j'avais à la fois un besoin de nourrir l'innovation technologique au sens qu'on connaît un peu plus de l'innovation, les façons de faire, puis intégrer de la technologie nouvelle chez nous pour tester des choses dans notre pipeline de production. Puis au même moment, j'avais ce goût-là de réinventer un peu l'organisation. Fait que pour moi, c'est les deux pans de l'innovation. C'est le même truc, c'est le même mot. C'est une innovation organisationnelle puis une innovation technologique. Et j'avais la possibilité avec des partenaires de commencer à regarder un projet qui permettrait, dans une espèce de cellule, si on veut, de à la fois remettre en question un petit peu notre manufacture puis de voir comment on peut la rendre un peu plus flexible, plus agile, tout en donnant un modèle de fonctionnement et de management un peu différent, plus autonome à cette équipe-là, en la challengeant à faire les deux en même temps. Puis je pense que c'est la manière pour nous autres de tranquillement greffer une graine, si on veut, d'innovation organisationnelle dans l'équipe, sans tout brasser d'un coup. Je ne peux pas me permettre non plus, puis on ne peut pas se permettre en ce moment de tout remettre en question en même temps. Donc, c'est un moyen de greffer ça. Puis tranquillement, pas vite, j'espère que ça va faire des petits, inspirer les équipes à se parler. Puis tranquillement, on va voir comment ça amène
la compagnie finalement a évolué pour le meilleur. Fait que toi, tu te mélanges pas à ça. Les décisions se prennent entre les membres de l'équipe, puis on est au ils tout ont leur début. budget. OK, tout on au va début, voir, mais mais est-ce oui. que c'est le souhait Ouais. que ça soit autonome et que tu n'aies pas à t'en mêler, ou tu veux quand même garder un certain regard, peut-être au niveau financier ou des budgets ou de l'orientation du projet? Là, comment Je pense que c'est un mix. Je pense qu'en gros, pour moi, l'entreprise qui va être solide, c'est une entreprise qui va aller où elle devrait aller, puis je veux permettre que ça se fasse. Donc, dans l'idéal, mettons, on pourrait se rendre jusqu'à ça. Carrément, vous gérez le budget, vous gérez le recrutement, vous faites ce que vous voulez. C'est un idéal d'autonomie extraordinaire que je pense qui permet à tout le monde d'être plus intelligent, tout le monde. Si chaque personne amène toute son intelligence, puis tout ce qu'il est dans la compagnie, on va tout bénéficier. Si on n'a pas besoin, si on s'arrête à un endroit parce que c'est ça qu'on devrait faire, puis la logique de gestion du budget devrait se faire de façon partagée dans une plateforme, un lieu de l'entreprise où c'est plus censé de le faire, bien, ça sera notre décision ensemble. Mon but n'est pas de dicter non plus jusqu'où ça devrait aller, c'est plutôt de faire l'espace, puis ouvrir la porte pour que ça se rende là où ça devrait être. Puis je pense que demain matin, là, quand on regarde ça, réalistement, ça va plutôt être des modèles qui vont se côtoyer. Moi, je vais amener de la flexibilité dans l'entreprise, être capable d'avoir même de la flexibilité dans différentes cellules ou façons d'organiser les projets. Ils ne demandent pas tous, ou ils n'ont pas tous besoin, ou même, je pourrais dire, bénéficient pas tous d'une top autonomie. Il y a des fois, tu as besoin de faire les choses un peu plus organisées, avec moins de risques, plus la gestion de l'efficacité. D'autres fois, tu as besoin d'innover un peu plus, donc beaucoup plus d'agilité. Le client aussi, le partenaire que tu as va t'amener une certaine limite. Je pense que c'est dans la capacité de justement offrir à l'entreprise d'apprendre à être tolérant face à une non-standardisation. Puis ça, on a de la misère avec ça. Bien, c'est ça, justement, tes gestionnaires ou tes employés, comment ils réagissent à ça, de s'en aller vers des modèles peut-être plus agiles et autonomes? Encore une fois, je pense que c'est vraiment variable, puis on commence avec les ambassadeurs qui ont vraiment le goût, tu sais, qui n'ont pas peur au risque demain matin, qui n'ont pas besoin d'avoir tout le chemin tracé. On en a dans toutes nos entreprises, puis c'est une forme un peu d'entrepreneuriat, justement, où on permet de cibler. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a carrément dit, on va démarrer une cellule, on a un projet qui demande l'innovation technologique, mais on veut aussi que ça soit une façon pour nous autres d'innover au niveau du management. Qui veut lever la main? Y a-t-il des gens que ça inspire? Écrivez-moi un petit truc qui me dit, j'ai le goût de sauter là-dedans pour les raisons suivantes. Comme ça, j'ai des gens qui ont vraiment le goût et ça les appelle. Après ça, j'ai toute mon équipe qui est en train aussi de livrer ce qu'ils ont à livrer. Puis tranquillement, pas vite, je pense qu'on va ajouter des gens dans l'entreprise, dans les embauches aussi futures, pour ajouter de la capacité d'innovation puis de travailler un peu dans ce que j'appelle le brouillard sans paniquer, là. Puis de notre côté, on va aussi inspirer une grande portion, j'ai l'impression, de l'entreprise à regarder ce qui se passe puis à dire, OK, comment on peut échanger? Fait que ça commence comme ça pour moi. Ça commence pas avec forcer des gens à aller dans une zone d'inconfort. Ça ne peut pas fonctionner. C'est comme carrément à l'inverse, en fait, de la philosophie qui est de faire en sorte qu'on donne les dispositions, la vision, l'écosystème d'entreprise qui permet à tout le monde d'amener le meilleur d'eux. Mais ça, on a besoin quand même de créer un climat de confiance pour que ça arrive. Est-ce que tu dis où est-ce que tu t'en vas ou tu le fais avec eux, puis en sachant où est-ce que tu t'en vas, parce que c'est deux façons de faire, puis des fois d'expliquer les choses, un peu quand les modèles d'entreprise libérées, il y a la philosophie qui dit que, bon, il y en a qui le disent, puis là, ça fait réagir, il y en a qui le font, puis qui le disent pas, puis qui font juste transformer l'organisation petit à petit en transformant leur façon de fonctionner, puis éventuellement, bien, ils cheminent là-dedans. Toi, c'est quoi C'est une bonne question. Je te dirais que je fais un minimum d'appels, ça c'est sûr, parce que j'ai besoin d'expliquer le pourquoi. Tu sais, j'y crois vraiment, là, sincèrement, à voici ce qu'on aimerait faire parce qu'on pense que c'est bien dans la suite de notre entreprise puis que ça nous rejoint. Okay? Là, on met la table comme ça, il y a des gens qui savent, l'entreprise sait. Mais après ça, on arrête rapidement la communication là pour faire. Parce que je pense que c'est dans le faire qu'on va expliquer un paquet de trucs au fur et à mesure. Puis autrement, on crée un paquet de questions qu'on n'est pas capable de répondre parce qu'on est en train d'explorer, puis de panique et tout. Tandis que ne pas le dire non plus du tout, qu'on est en train au moins de se donner un espace pour expérimenter, ça aussi, ça soulève plein. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on vient de greffer? D'où ça vient? Fait que je pense qu'il y a un minimum que tu tentes de faire, mais qui reste vraiment sur le pourquoi. Puis les gens sont... Si c'est cohérent, je crois beaucoup, beaucoup à cohérence, si les gens sentent qu'on est cohérent dans notre discours avec le pourquoi, vont faire confiance que ça doit être quelque chose d'important, puis je me fie au jugement de notre entreprise, à nos leaders. Puis après ça, ils s'intéressent à voir les actions qui, elles, vont parler 150 fois, quoi,
comme les mots à ce moment-là. Donc, le pourquoi. Hein? Ouais. Start with why. Là. Commence avec ouais. le pourquoi. Je trouve ça intéressant. Si tu avais une baguette magique, là, si j'avais une baguette magique, puis je te permettais d'avoir l'entreprise rêvée en termes de gestion, dans quelques années, le coup de baguette magique te permet d'avoir ça, là. Concrètement, la photo qu'on voit, c'est quoi? Comment les gens réagissent, puis comment c'est géré? Gros bon sens. Si moi, je pouvais avoir tout le monde qui avait juste une boussole de gros bon sens puis qui savent qu'ils peuvent l'appliquer ensemble à chaque jour pour prendre leurs décisions, là, je serais tellement heureux. Là. J'ai l'impression que tout ce que tu veux, c'est te détacher finalement du day-to-day. Ben, moi, mais eux aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on se détache des règles, on se détache de la nécessité ensemble de passer par un processus qui, des fois, perd du sens pour arriver à une décision, alors que le sens, globalement, ensemble, la prise de décision, ça devrait être ça qui te guide pour tout. Fait que si je suis capable de donner à tout le monde la confiance mutuelle, qui ont tout ce qu'il faut ensemble pour exposer un problème, arriver à une solution ensemble selon le gros bon sens, on n'a pas besoin de mourir dans le dédale des papiers, des processus, des hiérarchies, des descriptions de tâches. On en arrive à travailler sur un focus d'une mission claire avec notre gros bon sens humain, qui va autant du respect mutuel des compétences à je viens de donner un coup de main aussi en échange d'eux parce qu'on a une mission ensemble. J'aime beaucoup le sport, moi, puis je trouve souvent que c'est un peu ça. On a un but super clair, on est tous coachés, on a toutes des compétences. Quand on embarque, c'est à la glace ou autre, ben, tout le monde fait son jeu, tout le monde y va, puis on est tous là-dessus. Puis je pense qu'il y a beaucoup à amener dans le management de nos entreprises à réduire de beaucoup tout ce qui est contrôle, papier, etc. pour revenir vers le sens. Mais les gens aussi en auraient découvert qu'il y a en eux parce qu'on les a un petit peu amené le discours, je pense, dans le temps qu'on va t'organiser comme il faut au travail, tu sais pas comment. Fait que c'est double, hein? C'est une responsabilisation parce que aussi quand tu enlèves ça, c'est peurant pour les gens. Effectivement. Parce qu'on est habitué à ce modèle-là. Exact. Exactement, c'est ça. C'est quoi les prochaines étapes? Là? Qu'est-ce qui s'en vient pour Squeeze? Plein de belles choses. Là, on est en train, comme tout le monde, de vivre notre année de réorganisation pour... Là, tout le monde travaille de la maison. Puis tout le monde travaille. En 12 jours, tout est seté. Tout le monde travaillait de la maison. Ouais. Ça, vous n'avez pas été impacté là, par on a été impacté dans le mode réactif, c'est-à-dire tout le monde. Puis ça, c'est extraordinaire de voir justement dans une situation de crise. Moi, ce que j'aime, c'est de voir le gros bon sens qui sort en fou. Ouais. Parce qu'on n'a pas le temps de commencer à établir ton plan d'action ou presque. Tu te dis, on va communiquer comme jamais. Premier truc. Fait qu'on a dit chaque jour, tout le temps, on communique le pourquoi on va faire telle chose. On mobilise toutes les forces vives. Puis à ce moment-là, les titres, tout le monde est volontaire. C'est ce que j'adore là-dedans. Puis à travers ce volontarisme-là, puis un but très clair, puis une nécessité d'agir, parce que tout le monde le sent, puis ne s'ostine pas là-dessus, on s'est reconfiguré en 12 jours. Tout le monde maintenant est à distance. Et là, on parle du retour. Quel va être le retour dans nos studios, tranquillement? Est-ce qu'il va être pareil? Certainement pas. Parce qu'on va avoir appris beaucoup de choses en flexibilité notamment. Puis à travers ça, nous autres, on est en train, on a la chance, en tout cas en animation, d'avoir un bon plan de match qui tient la route pour 2020. Puis on a surtout beaucoup de trucs 2021 parce qu'on n'a pas arrêté nos opérations, on a tout gardé notre monde, puis on a un carnet de commandes qui est gros et qui s'accélère. Fait qu'on veut gérer ça dans le calme pour que ce soit de la valeur et non juste de la croissance. On commence, j'espère, à atterrir dans une zone où on aurait besoin de travailler plus sur être meilleur, être mieux qu'être plus. Pas besoin. OK. Fait que le carnet de commandes, les prochains projets sont encore en poursuite. Des gros projets pour 2021 notamment. OK. Bon, ben super. Écoute, ça a été un plaisir, Denis, de discuter avec toi et de te revoir aussi. Ça faisait quand même un certain temps là, qu'on s'était pas rencontrés. Un plaisir partagé. Super. Ben merci, puis à la prochaine. Merci beaucoup.